matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois au Sommelier de la lutte. Je m'appelle Pierre Castonguay qui est un remplacement entre guillemets à l'animation parce qu'on est quand même deux animés, donc un remplacement de Maxime Périard qui est encore un petit congé pour remettre sa maison sur pied et je suis toujours accompagné d'Elisabeth Picard pour cette semaine revenir ou plutôt prédire et revenir sur les histoires qui entourent Bash at Berlin que vous allez voir cette semaine ou la semaine prochaine, samedi prochain si je me trompe pas. Donc comment ça va, Elisabeth? Ça va bien, Pierre. Très contente d'être là. Eh oui, encore moi. J'adore ça. Mon soutien à Max, encore une fois. Ouais, écoute, on va lui donner le temps qu'il a de besoin pour petit pet, là, c'est jamais le fun. Mais pensez aussi à Pierre-Paul là, qui a eu de l'eau dans son sous-sol. Et pas juste référent aux pantalons qui sont trop courts, on a vraiment littéralement eu de l'eau dans sa cave, comme on dit. Fait que oui, c'est ça, l'épisode 76, on fait un petit retour et nos prédictions sur Bash at Berlin 2024. Généralement excité pour ce pay-per-view-là, ou ce PLI-là. Ben oui, quand même excité. Premier pay-per-view en Allemagne. Et là, c'est Bash at Berlin ou Bash in Berlin? Je pense que c'est Bash in Berlin. C'est-tu à cause de Bash at the Beach que notre cerveau est comme... Je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est Bash in. C'est dedans de Berlin. C'est pas... Parce qu'à la plage, on est à la plage, mais à Berlin, on est dans Berlin, I guess. Okay. Vive la Bash in Berlin. In Berlin. Ben, c'est ça, premier pay-per-view en Allemagne pour la WWE qui commence vraiment à bien développer les territoires. Plusieurs pays européens qui ont eu des pay-per-views cette année. Fun. Ils le font de la bonne façon. Il y a une couple d'années, la WWE elle voulait mettre des NXT un peu partout, en Inde, puis en Australie, puis même au Canada, on a parlé, il y a eu des discussions aussi. Là, finalement, je pense que c'est la bonne façon de percer un peu plus le marché international, qui est juste... Exactement. Tout le monde écoute. En général, les fans de lutte qui sont dans le monde vont suivre le produit. C'est le produit qui a écouté, peu importe t'es où dans le monde. Faites des pay-per-views, les gens vont venir, les gens vont adhérer au produit. Fait que je pense que c'est la bonne façon de faire, mais encore là, je travaille pas pour eux autres. Là, ils font bien ce qu'ils veulent rendu là. Je pense qu'ils ont assez d'argent pour le faire aussi. Fait que, ils savent que ça fonctionne là-bas. Là. Ils réussissent à remplir toutes les places avec des foules endiablées à chaque fois, vu que c'est la première fois que ça arrive d'avoir j'ai l'impression que depuis... Ouais, j'ai l'impression que depuis Backlash en France, ils ont fait comme OK, ça marche en Europe, il y a quelque chose de le fun, puis oui, les crowds sont tout le temps, les foules sont tout le temps, puis on va le voir, on l'a vu, quand vous écoutez ça, vous l'avez vu, nous on va le voir demain, parce qu'on est samedi présentement. All In, c'est un peu la même histoire, là, des crowds complètement plein d'énergie qui veulent être là, puis qu'il n'y a pas beaucoup de drop là, dans les matchs, dans le pay-per-view complet. Sinon, moi, cette semaine, j'ai été au dentiste. Pas mal de ça qui s'est passé. Faisait un petit bout, j'avais pas été. Comment? Ça a bien été? Ouais, oui, ça fait mal parce que ça faisait un petit bout, j'avais pas été. On m'a gratté le tarte, ça a été coriace, disons. Mais sinon, j'ai une dentition. Je grince beaucoup des dents, mais sinon, pas de carie, pas rien de ça. Fait que je suis bien content. Mon portefeuille aussi est content là-dessus. Sinon, public, vous avez toujours vous nous laissez toujours des commentaires, c'est super le fun de vous lire, d'interagir avec vous. On revient un peu sur le qui le fait mieux de la semaine passée sur qui fait mieux contrôler les éléments. Et il y a Johnny Play qui dit pour le feu, Booker T faisait aller ses mains dans les airs pendant son entrée. Là, c'est écrit tout petit, là, dans les colonnes de feu qui apparaissaient. C'était chaud pour l'avoir vécu au SmackDown, live au SmackDown en 2003. Sinon, plein d'autres lutteurs là, qui contrôlaient là, les pyros de la pyrotechnie. Batista, Shawn Michaels, Brock Lesnar. Effectivement. Mais est-ce que la pyrotechnie, c'est un élément? Je te pose la question, Johnny. Est-ce que ça fait partie de l'élément du feu? Ah, ben c'est ça. Mais non, je comprends complètement ce que tu veux dire. Fait que... Je suis d'accord pour Booker T. Les boules de feu étaient vraiment impressionnantes. Oui. C'est vrai. C'est pas un moment où j'écoutais la lutte. Fait que c'est le genre d'affaire qui est pas clair dans ma mémoire, mais que j'ai déjà vu passer. Fait que oui, j'ai le référent. Bravo pour ça. Vive Booker T. Qui est
props aussi à Booker T qui fait un excellent job à NXT comme commentateur. Si vous écoutez NXT, vous le savez. Sinon, ben, allez écouter NXT, c'est un crise de beaux produits présentement. Pierre-Paul aussi qui dit qui nous a proposé beaucoup de Dream Match comme ça sur YouTube, qui était comme un autre match qui pourrait être impossible pour l'instant, mais que j'aimerais voir, c'est Will Ospreay contre Finn Balor. Et oui, je suis quand même très d'accord avec ça. Ça ferait un simonac de match. J'ai l'impression que Will Ospreay pourrait sortir du bon vieux Finn Balor ou du Prince David comme il faisait à la New Japan. Et Johnny Play qui rajoute Finn Balor Demon serait peut-être plus intéressant, oui, dans un match contre Will Ospreay. Ben d'accord avec ça. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Puis, est-ce que il y a un match, toi, que tu aimerais voir avec... un match-up que tu aimerais voir avec Will Ospreay qui pourrait pas exister présentement? Ah, ben ça serait AJ Styles. AJ Styles, ouais. Voir les deux membres de un peu Bullet Club ou un peu New Japan plutôt, là, qui les deux extérieurs qui arrivaient, qui ont comme dirigé la New Japan pendant une couple d'années. Là. Les Gaijin. Oui, exactement. C'est ça le mot que je cherchais. Merci pour ça. Oui, je suis d'accord. AJ Styles, Will Ospreay. On va peut-être le voir, qui sait. Que ce soit d'un bord ou de l'autre. Déjà eu lieu je sais pas. Dans les débuts de Will Ospreay, juste avant qu'AJ Styles rentre à la WWE. Faudrait faire une recherche là-dessus. Ben, Pierre-Paul, dans les commentaires en dessous, dans YouTube, va être capable de nous sortir ça direct de même. Là, je suis certain. Fait que, ouais, petite commande pour toi, Pierre-Paul, à la minute, à la 6e minute, là, si t'es capable du podcast, t'es capable de nous sortir tout ça. Si jamais vous êtes à l'audio pour vous demander, ben, c'est quoi la réponse? Venez nous voir sur YouTube. Pierre-Paul a écrit ça dans les commentaires. Pas de pression, là, si tu ne trouves pas, il n'y a pas de problème. Mais un petit défi pour toi, Pierre-Paul. Sinon, on passe à la première chronique de cet épisode. Qui le fait mieux? Qui le fait mieux cette semaine? J'ai été avec... j'essaie de me coller un peu à l'actualité, comme d'habitude. Et j'ai été avec Gimmick. Qui le fait mieux? Gimmick, match attaché ou gimmick attaché. On a un strap match qui va se passer à Bash in Berlin. Qui le fait mieux? Quel gimmick vous trouvez est mieux entre le strap match, le dog collar match ou le bull rope match? Un peu pareil, mais pas pareil. Le dog collar match, on est attaché par le cou, donc plus dangereux. Le strap match, on peut l'utiliser comme une arme. Et le bull rope, on est tout simplement attaché à l'autre personne. D'après toi, Ellie, qui le fait mieux ou quel gimmick est plus le fun à regarder selon toi? Puis Bull Rope, il y a une cloche à vache des fois, pas toujours. Là, pas toujours, mais... Une cloche à vache au milieu comme Thunder Rosa, le match qu'on a vu récemment, il y avait ça. Vrai. Comme arme qui peut être utilisée, ouais. Écoute, je vais y aller avec le plus extrême, le plus épique, qui est vraiment le Dog Collar match. Je suis d'accord. C'est des trucs hallucinants qui sont passés dans ces matchs-là. Puis juste le fait d'être attaché par le cou, me semble que ça rajoute un level de plus, hein. C'est ça, ça s'en va vers des matchs ensanglantés, violents qu'on va se fesser dessus. Je me rappelle l'MJF, CM Punk. Oui, absolument. Excellent. Il y a un match entre les Briscoes puis FTR. Ouais, un match par équipe qui était, je pense, leur deuxième match dans leur série 3, qui était le Dog Collar match tag team. C'était complètement débile, t'as raison. Oui, absolument. Moi, je vais y aller avec... J'aime beaucoup le Dog Collar match. Oui, comme tu dis, ça rajoute un genre de côté psychologique à tout ça. Un danger de plus. Moi, je pense que je vais aller avec le strap match juste parce que le bruit du paclao, le bruit du cuir qui fouette, là. Et je vais toujours me coller au match de Bryan Danielson contre Ricky Starks qui a eu lieu, je crois, c'est cette année, en début d'année, où le strap match, ça a été violent en esti, fait que c'était donc fin de l'année passée. Bref, je me rattache toujours, sans mauvais jeu de mots, à ce match-là, strap match. Pour moi, ça va être le strap match. Mais cette gimmick-là, ça l'est bien fait. Ça peut être excellent. Si c'est pas bien réfléchi ou c'est pas bien fait, ben, des fois, ça peut être un coup manqué. Puis on va en parler tantôt parce que justement, là, il y a des fois les règlements sont différents dans les strap matchs Texas Bull Rope. On va pouvoir comparer justement à celui qu'on a vu récemment. Puis je trouve que ça change le tout là. Comment qu'on finit le match, mais on va en parler tantôt justement là avec l'espèce de règlement des 4 coins du ring. Là, fait que... Ah, vois-tu, je n'ai même pas pris attention à ces règlements-là. Nous, on va en parler parce qu'on va passer au travers de la carte de Bash
Bash in Berlin 2024. On est là pour ça. On va passer tous les 5 matchs. Ça fait différent d'All-In, pareil, d'avoir juste 5 matchs, mais 5 matchs quand même qui ont un beau hype alentour et des belles histoires qui ont été racontées au travers de tout ça. Et donc, on va commencer avec notre ordre à nous, ou plutôt l'ordre que j'ai copié-collé sur Wikipédia. C'est pas nécessairement l'ordre dans lequel le pay-per-view va avoir lieu, mais ça, vous êtes au courant, c'est la même chose à chaque fois. Gunther contre Randy Orton pour un match en simple, le championnat du monde des poids lourds. Si Orton remporte le championnat, il sera transféré à Raw et Gunther sera transféré à SmackDown. Si c'est Gunther qui reste champion, ben tout le monde reste où ils sont présentement. Si tu veux nous mettre un peu dans l'univers, comment on s'est rendu là oui, une superbe histoire oui, dans laquelle on a joué avec la réalité, puis on a assumé qu'est-ce qui s'est passé à King and Queen of the Ring. Donc, finale du King of the Ring, Gunther contre Randy Orton. Le pin de Gunther avec les épaules clairement levées du sol. Les épaules de Randy sont clairement pas au tapis. Puis ils remettent la reprise tout le temps. Là, ils nous repassent. Ils l'ont acknowledge en disant la décision de l'arbitre est finale, les erreurs, ça arrive. J'adore ça. Ce qui a permis à Randy Orton de pouvoir réclamer en réalité un title shot contre Gunther. Être le premier challenger de Gunther. Déjà, donc... Une vraie menace. C'est pas juste une couple de petits jobbers qui vont passer pour essayer de le bâtir. Non, lui, il a prouvé son point avec le titre intercontinental. Il a le droit et il mérite des opposants de qualité. Puis je pense qu'on le montre très bien avec Randy Orton. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Ça peut être extrêmement violent. Puis on a un Randy Orton qui a beaucoup de fun depuis qu'il est revenu, depuis comme un an. Fait que je pense qu'il est encore dans ce mood-là. Je pense qu'il aime beaucoup Gunther. Fait que ça pourrait donner un excellent match. Voir des matchs où Randy Orton se fait littéralement détruire le chest. On voit pas ça souvent et Randy vend très très bien ce genre de coup-là. Parce que je pense que ça le met vraiment en tabarnak pour de vrai. Qu'il vend bien. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que le match, je me souviens plus beaucoup, mais il me semble que le match à King of the Ring, la finale, avait été quand même un très bon match. Un bon pace quand même pour des matchs à Randy Orton. Je pense que Gunther qui contrôlait un peu le rythme. J'ai hâte de voir quelle vitesse, quelle chimie on va avoir entre Gunther et Randy Orton. Qui as-tu comme gagnant entre ces deux monstres-là? Ben écoute, je vais y aller avec Gunther parce que plusieurs raisons. Je le vois pas perdre là en Allemagne vu qu'il est proche de chez lui. Ouais, donc exactement. Ça risque d'être le local. En plus, première défense de titre, je crois qu'on veut solidifier pourquoi il est dominant. Déjà qu'on a joué un peu avec l'espèce de vulnérabilité, là, la fois où Gunther a été interrompu par Drew McIntyre, puis en se retournant, il s'est fait recevoir un RKO Randy Orton. Donc, son attention a été déviée un moment et Randy Orton l'a knocké. Et d'ailleurs, j'ai adoré quand backstage, CM Punk se promène, puis on voit juste Gunther en arrière qui risque la volée à des affaires qu'il y a sur une table pour aucune raison. Là, une espèce de petite vulnérabilité de Gunther qu'on voit rarement. On l'a vu un peu à WrestleMania dans le match avec Sami Zayn, ce qui lui a un peu coûté à certains moments vu qu'il a été trop absorbé par la présence de la femme de Sami Zayn l'écœurer. Fait que je crois que Gunther va... ça va être un excellent match, mais il va avoir une fin très dominante pour Gunther. Ça va être sans ambiguïté une victoire pour lui. Pin, soumission, j'y pense encore. On nous a vendu beaucoup la soumission dernièrement. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus un pin, par contre. J'ai pas l'impression que Orton veut perdre par soumission. Quoique un Orton qui est de bonne humeur et qui veut bien faire paraître un jeune, je mets des guillemets, comme Gunther, ça pourrait être excellent. Et aussi d'avoir avoir un Randy Orton qui perd et qui tranquillement commence à devenir méchant et se préparer pour l'arrivée de John Cena en 2025 pour une dernière feud. Je sais pas à quel pay-per-view, mais ça pourrait être vraiment intéressant que tranquillement on commence à avoir un changement de caractère au niveau de Randy Orton pour placer un très gros heel qui peut être Randy Orton contre l'ultime babyface qui est John Cena. Fait que on voit un turn de Randy Orton éventuellement contre Cody Rhodes? Peut-être contre Cody Rhodes quand ils vont se retrouver les trois boys avec Kevin Owens
Ça, c'est qu'ici, Kevin n'a pas tourné encore. On va en parler dans 2 secondes. Fait que, oui, tourner... Je pense pas que ça va être un turn clair de Randy Orton. Je pense pas que ça va passer de super babyface comme il est présentement à très gros. Je pense qu'on va tranquillement voir une évolution de personnage plus que vraiment un gros changement brut et clair, là, j'ai l'impression. Parce que s'il devient méchant tout de suite, est-ce qu'il va être capable de toffer ça jusqu'à l'arrivée de John Cena en 2025, peu importe où que ce soit au Royal Rumble ou au premier épisode plutôt de Netflix? Je sais pas. Mais une victoire de Gunther, pour moi aussi, de mon côté. Et ouais, par soumission, pas par soumission, par count-out, pas par voyons, par tombée, de mon côté aussi. J'ai hâte de voir la violence dans ce match-là. Vraiment. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont être capables de donner. On pense que c'est le main event ou. Dur à dire. Non, moi je pense qu'ils vont mettre Cody Rhodes. Parce que l'histoire est plus intéressante, puis il va apporter plus de yeux plutôt sur le match Cody Rhodes Kevin Owens, tout dépendamment vers où ils veulent aller. Si c'est un Randy Orton, ben, regarde, on va en parler tout de suite, puis on pourra croiser un peu les deux. On va aller au prochain match, qui est Cody Rhodes, le champion, contre Kevin Owens, dans un match en simple pour le championnat incontesté de la WWE. Pour mettre un peu les gens en contexte, Cody Rhodes qui se cherchait un opposant, puis qui était comme, ben, je sais pas... contre qui je pourrais me battre. Je pourrais me battre contre un peu n'importe qui, un peu telle personne et telle personne. Mais je pourrais donner aussi une chance au titre à mon ami Kevin Owens. Kevin Owens qui, lui, voulait rien savoir de ça, qui s'est dit non, je le mérite pas, ça fait une couple de mois que je perds contre tout le monde. Là, t'as Grayson Waller et Austin Theory qui s'en mêlent là-dedans. Et j'aime beaucoup parce que la semaine passée, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que Kevin Owens a tourné contre tous ses amis. On a montré avec Sami Zayn les 2 fois. On a montré même Chris Jericho qui est apparu à SmackDown. Et on l'a montré aussi contre, je me souviens plus qui d'autre qui était là, contre qui a tourné. Kofi. C'est contre Kofi, oui, exactement. Et Kevin Owens, plutôt qu'il fait comme tout le monde contre qui j'ai tourné, le méritait, sauf Kofi. Je m'excuse, Kofi. Ben, j'adore vraiment cette histoire-là où, finalement, l'histoire qui est racontée, on tasse Grayson Waller puis Austin Theory, même si eux, ça aide aussi leur histoire parce que Waller, on doute qu'il va tourner un moment donné contre Austin Theory. Fait qu'on a un peu mis ça de l'avant aussi la semaine passée. Mais là, l'histoire qui est racontée, c'est vraiment est-ce que Kevin Owens va tourner contre Cody et est-ce que Cody est à 100% en confiance avec Kevin Owens. Pas de son bord parce qu'ils vont être un contre l'autre, mais moi, je pense que c'est l'histoire qui va être racontée aussi dans le match où Cody Rhodes va toujours être un peu aux aguets à savoir est-ce que c'est là qui va me faire un coup cochon, un coup chien, c'est-tu là qui va mal me pogner, qui va me pogner une chaise, qui va faire un coup derrière l'arbitre. Et je pense que c'est Cody Rhodes qui va montrer des petits signaux de méchanceté, qui va battre Kevin Owens avec un low blow. Il n'y aura pas de turn de Kevin Owens comme on s'attend. Je pense pas que Cody va tourner. Je pense pas que c'est ça. Je pense juste qu'on va rajouter une couche de je suis capable d'être méchant si j'ai besoin de l'aide pour gagner. Parce que Cody Rhodes va être pogné dans un coin avec un Kevin Owens qui va l'avoir surpassé. Il va devoir gagner de quelque façon. Et avec le doute dans sa tête de faire comment lui pourrait tourner contre moi, ben fuck it, je vais le puncher dans le pénis. Genre, fait ce genre de chiennerie-là pour rajouter une couche au personnage, justement. D'après moi, c'est Cody Rhodes qui gagne. Tout ça dans une histoire qui est vraiment, vraiment le fun, vraiment drôle aussi, vraiment intéressante. Fait que pour moi, c'est comme ça que ça va peut-être se passer. Ben, j'aime ça. J'aime ça comme idée, honnêtement. Parce que ça va changer de l'histoire, ça va changer de l'ordinaire, justement. Puis ils ont bien buildé le tease du côté de Kevin Owens, justement, au dernier SmackDown. Mm-hmm. On se demandait si c'était... Justement, si elle allait avoir un turn d'une des deux équipes, là, Down Under ou Kevin Owens puis Cody. Justement, avant backstage, Kevin qui dit à Cody, tu penses vraiment ce que tu as dit de moi, comme quoi tu as confiance puis tout. Puis t'es comme content de voir qu'il avait la confiance de son ami, comme quoi il a tourné. On dirait qu'il avait comme peur lui-même. Là, je vais-tu tourner? Oui, c'est ça, je me fais pas confiance en moi-même. Oui, c'est ça. Là. Mais en tout cas, donc
ils vont nous teaser le turn de KO peut-être encore pour la semaine prochaine, mais j'ai pas ça du tout ton idée. Je sais pas s'ils vont aller là-dessus parce que je sais pas s'ils veulent faire de Cody Rhodes justement un tweener. Tu sais, la run de Cody Rhodes jusqu'à présent est pas fameuse, mais c'est parce que tu sais, le règne d'avant est tellement fabuleux, le règne de Roman Reigns. C'est dur à suivre, là. C'est toujours ça qui se passe après un long règne. Le suivant, c'est dur à suivre souvent. Cody Rhodes fait du très bon travail quand même, très populaire là. Ben oui. Mais c'est ça, c'est de voir est-ce qu'ils veulent tenter cette avenue. Peut-être. Dans tous les cas, moi, j'ai Cody Rhodes gagnant aussi. J'ai très hâte de voir le match que Cody et Kevin vont faire, deux amis là, dans la vraie vie. Donc, ouais, ça va être très intéressant. Possiblement le main event, comme tu dis, vu l'histoire. Vu l'histoire, c'est ça. Puis la façon que ça va terminer. Est-ce que il pourrait y avoir aussi l'intervention de Bloodline? Peut-être qu'on va voir certaines choses se dessiner avec le Bloodline. Est-ce que Roman va venir aider Cody avec le Bloodline qui veulent s'interposer? Est-ce que tout peut arriver? Puis ça se peut très bien que ça finisse avec une poignée de main, Roman puis Cody, puis le pay-per-view finit sur cette note-là. Ou on verra pas du tout Roman, ça c'est possible aussi. Mais de manière que je verrais qu'ils mettraient l'autre titre en finale, c'est s'ils veulent vraiment solidifier le fait que ça s'appelle le World Heavyweight Championship. Il a été en finale déjà, je crois, à Shot the Castle. Donc, je sais pas. Ils veulent-tu garder... Ils veulent peut-être recadrer l'importance égale des deux titres. C'est pas fou quand même. Le règne de Roman. Toute option est valide. Ah, complètement. Complètement. Mais laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, d'après vous, qui gagne. Qui t'a dit qu'elle gagne? Cody Rhodes aussi, là, qui va garder le titre. Cody Rhodes, ouais. On n'est pas rendu à enlever le titre à Cody. Je ne crois pas non plus. Laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, qui gagne et de quelle façon va être gagné le titre incontesté de la WWE. On s'en va après avec le match, le Mixed Tag Team match. Donc, c'est The Terror Twins, Damian Priest et Rhea Ripley, contre The Judgment Day, The New Judgment Day, Dirty Dominic Mysterio et Liv Morgan qui font équipe. Comment c'est rendu là? C'est une longue histoire, ça, hein, quand même. On part de loin. Le match de Teenage Drama. Teenage Drama, oui, complètement. Comment c'est rendu là? Vite, histoire, là. Dans le Judgment Day, Dominic Mysterio et Rhea Ripley étaient supposément couple kayfabe et lors de la blessure de Rhea Ripley, lors d'une altercation avec Liv Morgan backstage, c'est ça, elle a été blessée, partie pendant 3 mois, puis là on a vu tranquillement Liv Morgan se mettre les pattes dans le Judgment Day, mettre les gens de son bord avec des cadeaux, épouser Dominic Mysterio, parce que c'était le Liv Morgan Revenge Tour, disait qu'elle allait prendre tout de Rhea Ripley, sa ceinture, son clan, son chum, puis elle a réussi. Elle a tout eu. À SummerSlam, très gros swerve, même si on s'en attendait, mais de la manière ça a été fait, très gros, avec le turn de Dominic. Dominic Mysterio, j'aime bien que plusieurs personnes en parlent sur Internet. C'est un heel qui a tourné encore plus heel. Un heel turn qui fait un heel turn. Un heel qui fait un heel turn, c'est incroyable. C'est ça. Donc là, on a solidifié aussi Damian Priest comme étant un babyface comme Rhea Ripley. Donc, ils s'appellent les Terror Twins. Je ne sais pas si on va les associer encore longtemps, mais au moins pour le temps qu'ils sont en guerre avec le Judgment Day, je crois que c'est nécessaire. Je pense que oui. Alors, ça risque d'être bon. Je ne sais pas si les demoiselles et les messieurs vont avoir des altercations durant le match. Est-ce qu'on va installer un peu ça? On s'en va vers Netflix. On sait qu'il y a un peu plus d'ouverture. Ouais, c'est ça. Au niveau même si c'est juste 2-3 moves là, de part et d'autre, là, j'espère. On est sur pay-per-view en plus, on n'est pas à la télé. Là, fait quoi que c'est sur Peacock, mais oui, ça reste que. J'espère, oui, qu'on va voir. Un pin, là,
Rhea qui pin Dominic Mysterio. J'aimerais vraiment, Ça serait, j'aimerais ça serait vraiment bon, ça, ça. mais je sais pas si ça va se faire là. Ça fait que Mais c'est ouais. The Terror Twins qui gagne ce match-là. Ah Ça oui, n'a pas le choix. Ça a pas le choix. ensuite à la victoire de Liv à Mhm. SummerSlam, là, c'est rendu, ça leur prend là. Pour les établir comme des. Damien aussi a perdu à SummerSlam à cause Mhm. Stern de Finn Balor, donc il faudrait les solidifier là, comme étant forts, ce qu'ils sont. Je pense que dans le ring, Damien Priest et Rhea Ripley sont meilleurs que Liv et Dominic. Mhm. Et voilà, non, les Terra Twins gagnants. Peut-être un move de Rhea sur Dominic Mysterio. Moi, juste un. Elle a fait un headbutt à JD McDonough. C'était super beau, là. Oui, oui, est-ce que oui. Puis son headbutt, il rentre tout le temps, là, ça. Ouais. Faut qu'il y ait des moves, monsieur contre madame. Puis autant que Liv pourrait crisser un coup de poing à Damien Priest que Rhea qui crisse une volée à Dom. Tout le monde veut voir Rhea crisser une volée à Dom. Anyway, c'est l'histoire qu'on veut voir. Avec moi, ça part de loin. Je sais pas où ça va aller après, par contre. Puis l'histoire va continuer. Je suis certain que c'est juste un point ou une virgule plutôt dans cette histoire qui est racontée là. Je pense pas que ça sera pas un tout. Ça se finit pas là. L'histoire, d'après moi, va se finir avec Rhea qui reprend son titre de Liv. Ou qui va le reprendre de quelqu'un d'autre qui, elle, l'a gagné de Liv. Mais je pense pas que c'est la fin de cette histoire-là, même si Priest et Rhea peuvent être extrêmement dominants puis donner un super bon match. J'ai l'impression que ce match-là va ressembler un peu à ce qu'on nous a raconté à SummerSlam, où ça sera pas un match technique. On va voir ça avec Gunther et Randy, on va voir ça avec Owens et Rhodes. J'ai l'impression que ça va être un match beaucoup plus axé sur l'histoire, comme ils sont capables de le faire, même si on a des bons lutteurs à l'intérieur de ce match-là. J'ai l'impression vraiment qu'on ne verra pas rien de technique, mais quelque chose de très intéressant dans l'émotion qui va être donnée et dans la façon qu'on va nous le présenter. Fait que j'ai bien hâte de voir pour cette raison-là. Je pensais pas être intéressé autant à des matchs qui sont moins techniques. Je suis un gros gars qui aime... je suis un gars qui aime les gros matchs plutôt assez violents puis souvent techniques. On s'attache à ces Ce que personnages-là. j'aime bien, c'est que justement, là, on a un match mix, puis pour une première fois depuis longtemps, c'est pas une histoire de genre, nous on est en couple, vous autres vous êtes en couple, on s'est non, c'est plus une histoire, il y a une histoire un peu plus deep de gang là, qui a été développée, puis j'aime Plusieurs bien. couches. Historiquement, la WWE aime pas là, avoir les filles puis les gars dans certains clans dans les mêmes histoires, là, ce qui est complètement niaiseux. T'as un clan avec des filles et des gars, fallait interagir ensemble. Faut qu'ils se battent ensemble, puis ils sont là, sont ensemble, fait que ça se peut qu'ils saillissent, puis qu'ils s'aiment, whatever. Ça donne exactement ça, puis c'est bon à regarder, puis c'est le fun à regarder. Fait que c'est pas le match pour lequel je suis le plus hype, bien honnêtement. J'ai bien hâte de voir Rhodes contre Owens, parce que c'est deux amis que je suis certain qu'ils vont se donner, mais côté histoire, côté évolution des personnages, ce match-là m'intéresse bien gros. Ça va être Damien Priest, Rhea Ripley aussi de mon bord. Je pense que ça risque d'être quand même assez unanime. Quoique tout est possible avec eux autres, hein, on sait jamais. Sauf que je pense que pour vraiment établir des gros babyface dominants, il faut leur laisser une victoire là-dessus. D'un match gimmick plus axé sur l'histoire à un autre match extrêmement gimmick, on s'en va vers CM Punk contre Drew McIntyre avec un strap match parce qu'il y a un des deux gars qui ont enlevé sa ceinture, fait qu'évidemment il fallait qu'on aille faire un strap match 2 semaines plus tard dans un pay-per-view. CM Punk et Drew McIntyre qui se courent après depuis Survivor Series l'année passée. Ça fait 10 mois 8 mois qu'ils se courent après, les deux, ça n'a pas de bon sens. Ils ont eu un semblant de match à SummerSlam, mais je pense que c'était pas assez. Je pense pas qu'on a vu le potentiel de ce que ça peut donner comme match, mais Drew McIntyre qui a encore le bracelet avec Larry et AJ, avec le nom qu'il a dessus, fait qu'on tourne autour. Toujours là, CM Punk a donné une raison de faire comme je m'en calisse du bracelet, c'est ce qu'il représente, puis c'est les noms qu'il y a dessus qui me tient à cœur. Fait que on a expliqué un peu, on trouvait ça un peu bébé. La raison de pourquoi CM Punk est en esti après Drew McIntyre, qui est ce collier-là. Finalement, CM Punk a fait comme m'en calisse du collier, c'est ce qu'il représente. Ce qui est un peu moins bébé, là, mais ça reste que c'est un peu futile comme raison, quoique CM Punk c'est un gros bébé. Fait que
ça marche pour lui, rendu là. Strap match pour pas qu'il y ait un des deux qui se sauve, j'imagine. C'est un peu ça aussi, l'histoire qui est racontée derrière, là, vu qu'on se court après depuis 8 mois. Je pense qu'on n'aura pas le choix de s'affronter un contre l'autre. Personne qui intervient entre les deux. Pas de disqualification dans ce genre de match-là. Tes impressions et... tu parlais d'une règle aussi spéciale pour ce strap match-là en particulier. De ton côté, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça, c'est parce que CM Punk, il a expliqué là, que ça allait être un strap match dans lequel là, faut toucher aux 4 coins du ring sans interruption par l'autre. Là, il y a eu plusieurs matchs, là, un Texas Bull Rope match entre Eddie Guerrero et JBL là, qui a fonctionné de cette manière-là. Mais en fait, historiquement, la majorité des matchs de ce type-là où tu es attaché, ça peut être comme une stipulation. Ce que je crois qui n'était pas nécessaire, par contre, pour le match entre CM Punk et Drew. J'aurais vu quelque chose de violent comme les strap matchs de la AEW, le Texas Bull Rope match qu'on a vu récemment entre Thunder Rosa et Deonna Purrazzo, que c'était juste un finish de pin. Donc, cette stipulation-là, je comprends pas trop pourquoi ils l'amènent quand il n'y a pas de ceinture en jeu. Moi, je pense que c'est pour camoufler le fait que Punk n'est pas à son meilleur. Il ne sera plus jamais à son meilleur. Fait qu'on rajoute une gimmick par-dessus la gimmick pour camoufler un peu, mettre un smoke screen devant le match qui pourrait être... Je suis certain qu'il va y avoir quelques petites séquences qui peuvent être vraiment intéressantes et vraiment le fun. On va focuser là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus jouer alentour justement de ces deux gimmicks-là, la strap et les 4 coins, pour camoufler le fait que Punk... C'est plus le Punk et il ne veut pas le montrer ou le démontrer, j'ai l'impression, devant tout le monde, le fait que il va encore se blesser puis on le verra plus. Fait que moi je pense que c'est plus ça. Puis Punk et Drew sont capables quand même de nous raconter une belle histoire par contre. Fait que ça peut rajouter quelque chose de le fun si c'est bien fait. Si c'est juste rajouter de la merde pour rajouter de la merde ou rajouter une gimmick de la merde, une gimmick par-dessus une gimmick, faut que ce soit bien fait. Puis j'espère. C'est 2 lutteurs qui peuvent le livrer. Là. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Faut juste qu'ils livrent rendu là. Ça pourrait ouvrir la carte, j'ai l'impression. Commencer avec quelque chose de fort comme ça, un peu gimmicky pourrait être intéressant. Ensuite, qui va suivre, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ce match-là qui pourrait ouvrir la carte. Maintenant, qui gagne ce match-là? De mon côté, j'ai vraiment aucune idée. T'as-tu l'ombre d'un doute de ton bord ou Moi, je vais y aller avec CM Punk parce que, justement, comme tu dis, ils sont peut-être en train de cacher certaines choses de son bord puis de tester qu'est-ce qu'il est capable de faire parce que si ça se passe bien et qu'ils veulent faire un 3e match, il y a des rumeurs comme quoi ça serait un Hell in a Cell match à battre. Okay. Donc, ils sont peut-être pas sûrs encore que CM Punk pourrait faire ce type de match-là. Donc, c'est peut-être un match transitoire qui se passe. Essayer de le pousser un peu à sa limite pour être capable de voir vers justement jusqu'à où il peut aller. Ouais, OK. Mais je crois que CM Punk doit avoir sa victoire là, dans ce match-là. Je pense que oui aussi. Avec toute l'histoire du bracelet puis l'importance par rapport à ça. Tu sais, c'est quand même bien, là. Drew McIntyre a réussi à faire mal à CM Punk à la place que ça lui fait le plus mal. Parce que ça a beau être un bracelet, tu vois que ça le fait chier. Exactement. Comme il l'expliquait il y a quelques semaines. Ce que ça représente. Fait que je suis à la même place que toi. Là. J'ai l'impression que on peut étirer encore cette histoire-là. Mais on va l'étirer, là, clairement. Là. Mais ça va sûrement être. Punk est dû. OK. Je vais me placer là. Punk est dû pour gagner. T'as raison. Qu'on tasse le bracelet, qu'on s'en aille vers autre chose dans cette feud-là, qu'on rajoute une couche de plus pour peut-être s'en aller justement dans un Hell in a Cell. Fait que, pas CM Punk de mon côté aussi. Même si c'est vraiment pas mon préféré. Je suis d'accord. Moi, j'ai une suggestion de questions pour le questionnaire. Si Max veut poser la question, combien de fois ils vont utiliser la strap pour fouetter l'autre? Un et l'autre. Au total, combien de coups de strap qui va être donné? Parce que ça peut nous indiquer justement le produit, où est-ce qu'il s'en va, à quel point on veut faire un strap match violent. Parce qu'ils sont pas gênés avec la ceinture. Là. Il y a 2 semaines, il y a 1 semaine et demie. Là. Ça rentrait en tabarslack. Fait que j'ai hâte de voir avec une vraie grosse trappe en cuir ce que ça va donner.
excité pour le match, non. Genre de le voir pareil. Puis dans une belle petite carte qui va durer là, à peu près 3 heures. Ben content. Ça fait quelque chose de différent aussi. Là, on a des gros matchs de lutte, on a quelque chose de plus gimmick. Fait que ça fait une belle progression dans cette carte-là. Le dernier match que je crois pas va. Ben, ce serait quand même le fun. Ça ferme, ça peut fermer le pay-per-view. Je serais bien content. Mais je ne crois pas que la WWE va faire ça, malheureusement. C'est The Unholy Union, un nouveau nom pour Alba Fire et Ela Down contre Bianca Belair et Jade Cargill. Match par équipe pour le championnat par équipe féminin de la WWE, bien évidemment. C'est The Unholy Union qui est championne, qui ont justement été chercher les titres non pas à SummerSlam, mais qui ont été chercher les titres à SummerSlam. Non. À Clash, oui, merci. Qui ont été chercher les titres contre Bianca Belair et Jade Cargill, justement. Fait que ça fait depuis ce temps-là que les 4 filles se battent contre l'autre. Il y a Blade Davenport qui s'est rajouté là-dedans. Il y a Naomi qui s'est rajoutée aussi dans tout ça, dans cette histoire-là. Fait que est-ce qu'une et l'autre vont avoir peut-être une intervention dans le match? Je sais pas. Est-ce que Alba Fire et Ela Down vont être capables de garder le momentum qu'elles ont depuis quelques semaines et garder les titres? Est-ce que Belair va tourner? Est-ce que Cargill va tourner? Je sais qu'on teasait un peu un turn de Belair, oui, contre Cargill pour du fait que Cargill n'était pas toujours la plus tight dans le ring. Ça a été comme teasé-ish un peu, mais je pense que les deux qui ont l'air d'être une équipe assez soudée. Ben hâte de voir. Est-ce que ça va rester clean? Est-ce que ça ne le sera pas? Est-ce qu'il va y avoir un turn? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Il y a comme la possibilité de turn dans presque tous les matchs. Je ne sais pas à quel point on va aller dans cette allée-là. Mais remettre les titres sur Belair et Cargill, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait de plus, tandis qu'on peut bâtir un nouveau tag team qui existe pour de vrai avec 2 très bonnes lutteuses aussi. De ton côté, je sais pas qu'est-ce que ça ressemble ton idée là-dessus? Ben, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est que Unholy Union, c'est une équipe, et selon moi, Jade Cargill et Bianca Belair, c'est pas une équipe depuis le début. C'est 2 amis qui ont été mis ensemble pour bâtir un éventuel match dans le futur. Et je vois aucun intérêt à remettre la belt sur eux. Je vois aucun intérêt à mettre une belt sur Jade Cargill en ce moment. Complètement. Qui est probablement la déception de l'année jusqu'à présent à cause d'une accumulation de petits botches, de moments où elle avait l'air perdue dans le ring. Donc, clairement, il y a des petites failles à ce niveau-là. Je sais qu'elle a une aura écœurante. Son entrée est exceptionnelle. Je pense pas qu'elle est perdue. Elle look bien, non, c'est ça. Elle va pas disparaître, mais ouais. Il manque de Donnez-lui encore 2 ans à lutter comme de la merde, puis un moment donné, il y a un bouton, il y a une switch qui va se faire dans sa tête, puis je suis certain qu'elle va devenir top star dans 1, 2 ans, peut-être 3 ans, mais faut lui donner la chance, puis oui, elle va se planter à la télé, oui, elle va recevoir des critiques, mais j'ai l'impression que c'est de même qu'elle va réussir à devenir meilleure de fois en fois, être capable de prendre cette pression-là, parce que oui, si elle aime ça, puis elle est passionnée pour de vrai, elle look tellement qu'elle n'aura pas le choix d'être championne un moment donné. Y aurais-tu dû la mettre à NXT pendant une certaine période? Ouais, je pense que oui. Elle aurait dû arriver à NXT directement, puis là, si NXT elle est un peu moins bonne, ça te dérange pas, puis elle est plus collée sur du coaching et moins sur du storytelling plutôt. J'ai l'impression que quand t'es rendu en haut à SmackDown, à Raw, on vient plus te prendre par la main en faisant comme fais attention à telle affaire, on regarde moins les tapes en fait, on revient moins sur les matchs pour le côté technique puis pour le côté lutte comme tel. Fait que ouais, je pense qu'elle aurait dû aller un petit moment, même si c'est juste un 6 mois. Un an, ça passe vite là, dans le monde de la lutte. Là. Tu t'en vas à NXT, tu domines là pendant 1 an avec une ceinture, avec une grosse run, tu arrives en haut avec la belt. Puis il y a une Roxanne Perez qui est prête en bas depuis 1 an. Elle aurait pu facilement avoir une feud de 3 mois avec Roxanne Perez. Calisser une volée, Perez arrive en haut, elle est prête, elle est bonne. Puis tu as une Cargill qui est capable de faire ses preuves à NXT en bas. Mais écoute, encore une fois, ça vient à ce qu'on disait au début, c'est pas nous autres les boss, nous autres on est que des fans qui comprennent mieux la lutte que du monde qui travaille là-dedans, j'imagine. Mais le match comme tel, on s'attend à quoi? Match comme tel, je sais pas s'ils veulent aller déjà avec le turn. Je crois que, justement, aussi comme tu as dit, Naomi, Blair Davenport vont sûrement intervenir. Mm-hmm. Pour le résultat,
je crois vraiment qu'il faudrait garder les belts sur Unholy Union. Je pense qu'ils sont dans un bon momentum. C'est une bonne équipe. Deux lutteuses écossaises très talentueuses. Bonne au micro, charismatique, vraiment très bonne. J'adore de plus en plus les personnages. Exact. Fait qu'il n'y a aucune raison de leur enlever les belts. Moi, ça serait même une erreur. Je suis à la même place. On est pas mal égal tout le long. Hein? Autant que All In, on n'était pas certain de savoir vers où ça va aller. Puis comme tous les matchs peuvent aller d'un bord ou de l'autre. Tandis que celui-là, c'est assez straightforward, mais c'est ce genre de pay-per-view-là. On fait avancer les histoires, on veut se rendre à Survivor Series. Fait qu'il peut avoir des twists, il va en avoir des twists, ça reste de la lutte. Mais en général, c'est assez écrit clair dans le ciel ce qui va se passer. Quoique, ça se peut très bien qu'on mette les ceintures à Belair et Cargill, puis qu'il y ait un clash au sein de l'équipe, au sein des championnes, et qu'ils perdent des ceintures la semaine d'après contre une autre équipe. On sait pas. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant, oui. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter sur le match de Unholy Union contre Belair et Cargill? Non, pas du tout. Ça fait le tour de mon bar. Très cool. Merci de nous écouter. C'est un petit épisode, mais on s'entend avec 5 matchs à prédire et à vous expliquer un peu les histoires et comment on s'est rendu là. On pourrait facilement faire 2 heures là, parce qu'on est capable de parler longtemps, mais on va tenir ça à peu près 45 minutes, là, le temps qu'on finisse de faire du blabla. J'ai hâte de voir s'ils vont nous mettre un petit filler pendant le pay-per-view, un petit segment qui n'est pas un match. Là. Y avait-tu eu ça les dernières fois? Ouais, des fois, ils font l'espèce de Grayson Waller effect. Ou, oui, ok. Ou John Cena qui arrive. Ça serait le fun de voir un John Cena. Tu sais, voir un John Cena qui vient faire une promo, ce serait quand même le fun, qui fait encore plus teaser sa dernière. Moi, je le prendrais, c'est le fun, toujours de le voir. Il est tellement bon au micro, il est tellement le fun à écouter. Mais sinon, laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, c'est quoi votre appréhension de Bash in Berlin? Ça va être quoi vos matchs préférés? Est-ce que vous avez un fantasy booking là, qui dépasse toutes les idées et qui a de l'air complètement génial? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci de nous suivre encore une fois. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Balado, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, ou pas, c'est vous autres les boss rendus là, mais plus on est de fous, plus on rit. Merci encore une fois à Elisabeth Picard en remplacement de Maxime Périllard. Toujours un plaisir d'analyser la lutte avec toi. Vive la lutte. Vive la lutte! Ça se finit sur cette belle note. Merci tout le monde. À la prochaine pour les sommets de la lutte. C'était Pierre Castonguay et Elisabeth Picard. Bye bye! Bonne semaine!